Et ben, si vous voulez bien, on va démarrer. Alors, c'est un vendredi en fin de journée, une semaine où il y a la grève. On a la chance que tout cela va être enregistré, si vous en êtes d'accord, et on pourra faire des podcasts et des visios. Donc, merci déjà pour votre présence. C'est un sujet qu'on n'a pas choisi au hasard, qui est important pour nous. On en a parlé à de nombreuses reprises cette semaine. Le financement du transport sanitaire, avec cette dépendance forte à l'assurance maladie. Et on l'a posé comme ça, l'assurance maladie, une garantie nécessaire. Très clairement, les sujets ont été abordés assez librement avec... on a quand même eu 5 députés, un sénateur. On a beaucoup parlé des contraintes qui pèsent sur les entreprises. Et on peut en effet se poser la question de quel modèle pour le transport sanitaire par rapport à notre convention assurance maladie qui date de plus de 20 ans, avec 11 avenants conventionnels. Et pour aborder ce sujet, je remercie Thibaut Zaccarini d'avoir accepté cette invitation. Donc, je le laisserai se présenter sur ses fonctions à la Caisse nationale d'assurance maladie. Et puis, bien évidemment, parce que les mutuelles font partie de ce système de financement, de prise en charge. On sait bien quel est le poids des mutuelles aujourd'hui. Quel sera-t-il demain ? Ce qui est sûr, c'est qu'on vient de voir évoluer notre profession vers des compétences de soignants accrues. Et ça a été vu, et on a eu l'honneur d'avoir à la fois le président de SAMU Urgences de France, son vice-président. Ils sont venus sur plus de 6 heures de séance de travail avec nous ici. On a pu échanger avec eux. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre du TUPH, on est sur un segment d'activité, donc l'urgence préhospitalière, on est sur un segment d'activité où les actes augmentent significativement. Et la dernière réunion... étape de travail qu'on vient d'avoir laisse penser à croire qu'il y a des marges de manœuvre significatives de valeur ajoutée sur les prestations. Donc, on a parlé d'IA, de temps d'immobilisation ou d'improductivité des ambulanciers dans le cadre de leurs bons soins qu'ils apportent et du temps qu'ils passent avec les patients. Donc, bien évidemment, si Madame Delphine Ernu, vous l'acceptez, en tant que directrice adjointe à la direction de la santé de la mutualité française, vous pourrez éventuellement nous parler de ces évolutions qui pourraient peut-être en partie ou pas incomber aux mutuelles sur la prise en charge des actes paramédicaux et leur remboursement, car on sait que de toute façon, cette convention, elle est trop vieille et elle ne correspond plus à la réalité de nos pratiques. Et puis, donc merci Madame Ernu pour votre présence. Et puis, Frédéric, le professeur Frédéric Bizard, je pense qu'il n'est plus à présenter, on le connaît tous, mais c'est important de le resituer dans notre environnement par rapport à un travail qu'on a initié il y a un peu plus d'1 an dans le cadre d'un pacte de refondation qu'on vous a présenté. Et puis aujourd'hui, alors sans jouer sur les mots, pacte de refondation, de régénération, aujourd'hui, on a fait le choix d'être accompagné par Frédéric pour travailler en profondeur pour regarder non pas forcément les 10, 15, 20 dernières années, mais plutôt les 10, 15, 20 prochaines années par rapport à notre beau métier et à cette future nouvelle convention qui, je l'espère, nous permettra de grandir et de faire grandir à la fois les missions qu'on fait. Donc, si vous êtes d'accord, je vous laisse, Thibaut, la priorité de la parole. Merci beaucoup. Non, pas de souci. Bonjour à tous, donc Thibaut Zaccarini, je suis responsable du département des professions de santé à la CNAM. Donc évidemment, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on s'occupe du sujet des transporteurs sanitaires et des taxis conventionnés, mais on a aussi dans le scope toutes les autres professions de santé, des médecins en passant par les sages-femmes jusqu'aux pédicures podologues, donc un champ assez large, avec la particularité que finalement c'est le seul champ où on a des entreprises en face de nous. Et donc forcément, en termes de modèle et de réflexion, c'est quelque chose de très différent et de difficilement duplicable aux autres réflexions. On a mis... Ouais, voilà, super. Peut-être pour rappeler, alors merci d'avoir remis cette belle slide en forme. Vous le connaissez pour la plupart, mais je trouve que c'est important. On a 5300 sociétés de transport sanitaire. Donc quand on parle de transport sanitaire, c'est VSL et ambulance
qui sont conventionnés avec l'assurance maladie. C'est un chiffre qui est à peu près stable. Taxis conventionnés, pour juste se donner, on est à peu près à 29 000 sociétés de taxis conventionnés, donc ça vous donne les ordres de grandeur. Deux données aussi hyper intéressantes, et la dernière colonne, c'est plus pour Delphine. C'est le nombre de patients qui bénéficient dans une année, là c'était l'année 2022, d'au moins une prise en charge d'un transport. Donc on a 3 millions de patients en France qui ont bénéficié au moins d'une prise en charge d'une ambulance. C'est pareil pour les taxis, c'est 3 millions de patients, et pour les VSL, on a 1,8 million. Donc on voit quand même clairement le rôle majeur en termes d'accès aux soins. Et finalement, quand on additionne tout ça et on rapporte ça à la population française, c'est énorme le rôle du transport sanitaire dans l'accès aux soins des patients, et encore plus aujourd'hui où vous avez peut-être potentiellement besoin de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour accéder à certains types de soins. En dépenses remboursables, là aussi, c'est finalement une énorme dépense. Et voilà, énorme, c'est pas un gros mot, mais on y reviendra après. On a un peu plus de 2 milliards sur les ambulances. Ça comprend à la fois le transport urgent, le TUPH, et le transport programmé. Le transport programmé représente la grosse marge aujourd'hui, même si en croissance et en nombre de fois dont on discute, le TUPH fait l'objet de beaucoup de discussions, mais le transport programmé reste quand même la grosse majorité de la dépense pour les ambulances. Pour les VSL, on est à un peu moins d'1 milliard de dépenses remboursables. Évidemment, donc du transport programmé. Pour les taxis, on a 2,6 milliards. Ce qui est intéressant derrière, c'est quand on regarde donc le taux MO, désolé, c'est un peu notre jargon, c'est la couverture par l'assurance maladie, par la sécurité sociale par rapport aux complémentaires. Ce qui veut juste dire que, par exemple, sur le 2,1 milliards de remboursés en 2022 sur les ambulances, 92% de cette dépense a été prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, par la sécurité sociale, au sens... voilà. En synthétisant un petit peu, le reste étant pris côté des complémentaires. Sur les VSL, c'est encore plus, on est quasiment 96%, pareil pour les taxis. Ça soulève deux débats, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir après. C'est que finalement, l'un des critères pour ouvrir la prise en charge aujourd'hui en transport sanitaire, c'est très lié à l'ALD. L'affection longue durée, avec le nombre d'ALD qui augmente, ce qui est quand même une définition de plus en plus large. Est-ce que, et là c'est une première question, on pourra je pense y revenir, est-ce que finalement le critère ALD est le meilleur critère pour qualifier le besoin d'un transport sanitaire? Point d'interrogation, mais en tout cas on voit bien qu'on aura nécessité à un moment à se reposer la question pour vérifier et s'assurer qu'aujourd'hui les 6 milliards de dépenses sur les transports sanitaires au sens large sont efficients et touchent les bonnes personnes, comme on entend qu'on pourrait, par rapport à d'autres pays européens, quand on fait des comparaisons, avoir finalement une ouverture et une prise en charge plus large pour les patients que dans d'autres pays, où d'ailleurs souvent c'est pas le système d'assurance maladie obligatoire qui prend en charge ce type de dépenses. Mais par contre, on a aussi des trous dans la raquette où vous avez certains types de patients, et on pense aux enfants polyhandicapés, où il y a d'énormes difficultés à une prise en charge. Et donc, il y a un moment où, côté assurance maladie, on souhaitera se re-questionner aussi pour vérifier qu'on couvre les bons besoins et sinon qu'on arrive à peut-être réallouer une partie de cette dépense pour couvrir ces besoins. Ça, c'était le premier élément un petit peu macro. C'est une dépense qui augmente quand même significativement en croissance, même si pour les entreprises, ça ne se traduit pas forcément, puisque vous avez aussi des charges qui augmentent. Mais côté assurance maladie, on a des dépenses, notamment pour les VSL, les ambulances, qui augmentent de 5% par an. Donc voilà, c'est une dépense qu'on a du mal à contenir. Mais et c'est là où la dernière avenant, qui n'a peut-être pas été assez loin, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, a essayé de mettre des premiers éléments pour essayer d'accompagner cette croissance, mais peut-être de la rediriger. Je vais citer 2 ou 3 éléments. Le premier, c'est le transport partagé. Vous l'avez évoqué un petit peu dans la table ronde avant. On pourra y revenir, mais pour nous, c'est un élément quand même qui est crucial pour finalement pour réussir à transporter plus de patients à un parc de véhicules finalement pas plus nombreux, et derrière, à la fois pour l'environnement, mais aussi pour les économies. On pense que c'est vraiment un axe sur lequel il faut aller, et on pourra y revenir si cela vous dit. Le deuxième élément, alors qui est très timide encore, mais l'avenant 11, il a changé. En tout cas, il a mis la première pierre pour changer le mode de rémunération des VSL et des ambulances avec, et on est très modeste, c'est encore infime, mais une petite partie de forfait, à la fois électrique, mais je ne reviendrai pas forcément dessus, mais aussi un forfait pour les ambulances par an de 1 100 €. Ce qui est très faible par rapport à toute la tarification à l'activité que vous avez, mais c'est un premier élément qui permet aussi de valoriser le rôle de l'ambulancier. On sait que vous faites évidemment beaucoup plus de choses que de transporter d'un patient A à un patient B. Donc c'était une première manière de reconnaître. Et derrière, et vous avez ouvert la discussion, et je pense qu'on échangera aussi dessus, il y a des actes qui peuvent être réalisés. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une nomenclature pour les ambulanciers en fonction des actes de soins qu'ils réalisent sur demande notamment de la régulation? C'est vraiment... ouvert, mais on voit bien que ça va évoluer, qu'on ne restera plus uniquement dans la tarification d'un transport, mais vraiment dans la tarification d'une prise en charge
et d'un service que les ambulanciers font pour leurs patients. Et donc ça a été nouveau et en tout cas, on a souhaité l'intégrer. Ça, c'était les deux premiers éléments. Et le troisième élément, qui est plus aussi un élément pour nous, de vérifier que la prise en charge et les remboursements s'adressent pour des transports qui ont été réalisés. Donc, pour appeler un chat, notamment la lutte contre la fraude, on a souhaité renforcer de manière assez forte les engagements. Et là, on trouve aussi en général des partenaires conventionnels qui sont présents pour répondre à ça, des engagements qui doivent nous permettre d'avoir plus d'assurance et de moyens pour lutter contre la fraude. On pense à la géolocalisation, à la certification des flux, à la facturation CEFI, des mots peut-être que vous connaissez, mais que pour le grand public qui peuvent paraître barbares. Mais pour nous, c'est autant d'éléments qui nous permettent d'avoir une facturation un peu plus robuste et le cas échéant, de faire plus de contrôles. Et je pense que c'est ces trois piliers, accompagner et réformer la manière dont on tarifie la prise en charge des patients quand ils sont transportés. Le pilier de s'assurer que notre dépense elle est correctement dépensée pour les bons types de patients, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, et aussi qu'on n'a pas de dérive. Et c'est ces trois piliers-là qui nous permettront d'accompagner dans une convention future, le rôle du transporteur sanitaire, VSL ambulance, programmé, non programmé. Ne pensons pas non plus côté UPH, il y a beaucoup de transports programmés, c'est hyper important qu'on arrive à l'accompagner. Et avec la difficulté aussi qu'on a une convention unique qui doit répondre à des problématiques différentes, les milieux ruraux, les milieux urbains, qu'on a du mal à appréhender aujourd'hui. Ça aussi, c'est, je pense, des leviers, des paramètres à travailler avec vous pour les futures négociations. Voilà, peut-être en panorama principal, pour ne pas être trop long et pour ensuite laisser le temps à l'échange, qu'on voulait, côté assurance maladie, remettre un peu en perspective. Juste Thibaut, si vous le permettez, M. Zaccarini, est-ce que dans votre présentation, vous ne nous avez pas parlé de l'énormité des aides qui nous permettent de survivre depuis un certain nombre d'années? Est-ce que vous pourriez refaire une remise en perspective de ces aides? D'ailleurs, je pense que ça a commencé surtout pendant la période Covid, mais il y a eu un décalage entre l'augmentation de vos charges et les revenus que vous pouviez tirer des tarifs assurance maladie dans une période où tout allait très vite, les charges et aussi pour 2020 évidemment la crise sanitaire. Et donc effectivement vous avez bénéficié, et l'État là-dessus a été quand même assez réactif, de beaucoup d'aides, mais ce qui donnait l'impression d'un secteur perfusé à des subventions qui tombaient pour vous avec différentes difficultés, le calendrier, le mode de calcul, donc quelque chose qui est juste pas pérenne et pas souhaitable, puisque c'était aussi décorrélé de votre activité. Donc voilà, tous les 6 mois il y avait un virement, mais les fondements étaient peu compris, mais finalement, c'était quand même le moyen pour le gouvernement et le ministère de la Santé de faire au plus vite et d'essayer de maintenir le secteur du transport sanitaire à flot, le plus à flot possible, mais c'était absolument pas souhaitable. Et donc, l'avenant 11, il transforme une partie de ces aides qui ont été perçues. Je relis pour pas dire de bêtises, il y a eu 190 millions d'euros versés en aide en juin 2023 et 90 millions qui ont été versés là depuis quelques jours. Et ces aides-là, l'idée, c'est de les transformer dans du tarif et dans de l'activité pour que vous puissiez juste vivre en fait de votre mission et non pas de subventions. Et donc, l'avenant 11, il transforme une partie de ces aides et il réinvestit aussi. Après, on pourra y revenir. Ça peut ne pas être toujours assez, mais c'est quand même plus de 300 millions d'euros qui ont été mis dans ce secteur, ce qui n'avait jamais été fait. Et maintenant, l'idée, c'est quand même qu'on arrive à renégocier, à faire une convention pour que les tarifs, les forfaits et toutes les manières dont on trouvera ensemble les outils pour facturer vos transports sanitaires doivent vous permettre de vivre, et les aides, elles doivent disparaître puisqu'il n'y avait aucun autre secteur qui bénéficiait d'aides comme ça. Et ces aides, encore une fois, c'est que les tarifs ne vous permettaient pas de vivre de votre activité dans une période où les charges de vos entreprises ont explosé. Donc, à refaire, et je ne parle pas au nom du ministère, mais c'était important de permettre ces aides-là de manière très rapide et peut-être plus rapide que la négociation conventionnelle, les 6 mois d'application, etc. Mais heureusement que l'avenant 11 est venu en partie régulariser ça. Et la nouvelle convention et les prochains accords conventionnels devront amplifier la dynamique pour que les tarifs vous permettent d'investir et de continuer à faire votre travail au bénéfice des patients. Merci beaucoup. Je laisserai Frédéric Bizard rebondir dans un second temps sur ce qui est l'approche macroéconomique de ce système de perfusion, appelons-le comme ça. Et si du coup, Madame Herny, vous voulez enchaîner sur le rôle, les mutuelles, les complémentaires et l'avenir, comment vous voyez les choses? Ouais, alors merci beaucoup déjà pour l'invitation, parce que c'est rare, même très rare. Je crois que c'est la première fois que la mutualité a l'occasion de s'exprimer et de rencontrer les représentants
de transporteurs sanitaires autrement que dans le cadre des négociations conventionnelles. Donc, merci beaucoup. Je voulais commencer en effet par présenter un peu ce qu'était la mutualité française parce que, contrairement à l'assurance maladie, vous êtes moins familier de cet acteur-là. Juste pour vous rappeler, donc, en fait, la mutualité française, c'est des mutuelles derrière. Il y en a 518 qui sont adhérentes à la mutualité française, dont 254 qui sont des mutuelles santé, c'est-à-dire qu'on a une activité de complémentaire santé. Et qui couvrent ces mutuelles-là 35 millions de personnes protégées, donc en gros, un Français sur deux, quoi. On a l'habitude de dire ça. Si, du coup, qu'est-ce qui... Ah, super, merci. Pardon. Alors, la particularité de la mutualité française, c'est qu'on a deux jambes. C'est comme ça qu'on le présente. On a une première jambe qui est toute notre activité de soins et de services d'accompagnement mutualiste, qui est en fait notre activité de gestion de structures de soins et d'accompagnement. Donc, on intervient sur tout le champ sanitaire et médico-social. Ça va des centres de santé, notamment dentaires, des établissements hospitaliers, des magasins d'optique, de l'audioprothèse, des crèches, des services funéraires même, des EHPAD. Enfin voilà, on va de la naissance à la vie, ce qui représente en gros... à la mort, pardon, ce qui représente en gros 2900 structures de soins, et parmi lesquelles donc, on a du transport sanitaire depuis une vingtaine d'années, qui est présent sur, je crois, 35 départements, et qui, ça fait en gros 15 000 professionnels qui sont donc, qui travaillent dans ces structures de soins et d'accompagnement qui sont répartis sur tout le territoire. Et puis l'autre jambe, celle pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est celle de la complémentaire santé. Donc juste peut-être pour vous rappeler le marché de la complémentaire santé. Donc il y a aujourd'hui plus de 96% des personnes qui sont couvertes par une complémentaire santé. On a en 2022, on avait en 2022 donc 397 organismes, dont 272 mutuelles. Et finalement, les complémentaires santé se répartissent en trois grands types d'acteurs qui relèvent chacun d'un code différent. Donc, il y a les mutuelles dont vous voyez que l'activité principale est la santé. Il y a les assureurs qui relèvent eux, du code de l'assurance, et les instituts de prévoyance qui, eux, ont une gestion paritaire et ont une activité à peu près équivalente entre la santé et la prévoyance. Et côté des mutuelles, donc, qui adhèrent, qui relèvent du code de la mutualité, elles sont très concentrées sur le marché de la complémentaire individuelle, qui concerne principalement, en fait, finalement, les retraités, les professionnels indépendants, et aujourd'hui encore les fonctionnaires, mais d'ici, à partir de l'année prochaine, ils basculeront sur des contrats collectifs. Et le contrat collectif concerne, quant à lui, seulement finalement que 33% des cotisations collectées. Ce qui n'est pas le cas des autres acteurs. Vous voyez que les instituts de prévoyance, eux, sont largement sur le champ du collectif, et les assureurs, eux, se répartissent à peu près de manière équivalente. Ce qui est en termes de personnes couvertes, et donc pourquoi je vous ai présenté ça, c'est que nous, on couvre donc surtout des personnes âgées, enfin beaucoup des personnes âgées, qui en termes de besoins de soins, et notamment pour accéder aux soins, posent des questions différentes que des actifs dans les entreprises. Et donc sur la question du transport sanitaire et du rôle du transport sanitaire dans la prise en charge et les besoins des patients qu'on couvre, en fait, c'est un sujet d'intérêt pour nous, peut-être plus que les autres acteurs. Et donc alors la slide d'après, c'est la part de la répartition du financement entre les différents acteurs. C'est ce que Thibaut disait. En fait, nous, sur les transporteurs sanitaires, on intervient vraiment marginalement, mais quand même, ça pèse dans les dépenses. Donc, c'est en gros 3,3% de la dépense des transporteurs sanitaires qui sont assurés par les complémentaires santé, et dont 1,7% pour les mutuelles. Et la slide d'après, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous ayez en tête que voilà, dans les dépenses remboursées par les mutuelles,
le transport sanitaire représente que 0,7% des prestations remboursées, les premiers postes de dépenses étant le dentaire, les soins hospitaliers et l'optique. C'était aussi avant les médicaments, mais ça a bien baissé depuis les vagues de remboursement. Donc voilà, c'est vrai que le sujet du transport sanitaire n'est pas un sujet de dépense en soi, important pour les mutuelles. Mais compte tenu en fait de la particularité des personnes qu'on couvre, du fait que depuis donc cette année, il y a le ticket modérateur qui est sur les transports programmés, qui a augmenté de 10 points. C'est un sujet d'intérêt maintenant pour les mutuelles. La preuve en a été que pour la première fois, l'UNOCAM, qui est l'organisme qui représente les complémentaires santé au sein des négociations conventionnelles, a participé à la négociation de l'avenant 11 et l'a même signé. Donc, ce qui prouve que c'est un sujet sur lequel on commence à vouloir travailler, à vouloir réfléchir, alors qu'avant, ce n'était pas du tout dans le scope de la réflexion. Donc, l'organisme, c'est l'UNOCAM, qui a donc été créé il y a maintenant 20 ans et qui rassemble les 3 familles et qui donc participe aux négociations conventionnelles avec les représentants des professionnels de santé aux côtés de l'assurance maladie et qui est aussi consulté sur notamment le PLFSS et la fixation des taux de remboursement. Et je voulais aussi évoquer avec vous, juste pour faire le panorama des acteurs sur le champ de la complémentaire santé avec lequel vous pouvez interagir, c'est l'association Inter-AMC qui, elle, a été créée plus récemment, il y a quand même maintenant bientôt 10 ans, qui, elle, vise à proposer des solutions de tiers payants simplifiées, c'est-à-dire unifiées, parce que comme vous l'avez bien vu et vous le savez, il y a de nombreux organismes de complémentaire santé. Et face à ces nombreux organismes, le tiers payant était parfois compliqué. Et donc, l'objectif de cette association, c'est de proposer des outils uniques qui sont valables, quelle que soit la complémentaire avec laquelle le patient, le professionnel, facture des actes ou des prestations. Et donc, voilà, aujourd'hui, elle propose un contrat unique de tiers payant pour un certain nombre de professions, ce qui n'est pas le cas pour les transporteurs sanitaires, mais ça pourrait le devenir si la part des dépenses assumées par les complémentaires se développe. Mais en tout cas, cette association a cette vocation-là. Donc, si jamais les représentants des transporteurs sanitaires sont intéressés pour développer et faciliter le tiers payant avec les complémentaires, c'est cette organisation qu'il faut contacter. Voilà, c'est parfait. Et donc, pour répondre à votre question, c'est vrai que nous, on est intéressé, compte tenu du vieillissement de la population, du vieillissement à domicile, du développement des maladies chroniques, de la difficulté d'accès aux soins, à avoir une réflexion globale sur l'organisation du système de santé qui inclut tous les acteurs qui interviennent dans la prise en charge des personnes qu'on couvre et notamment pour favoriser la prévention ou le partage de compétences, le développement de nouvelles compétences par des professionnels de santé. Et c'est en ça que on est tout à fait intéressé pour réfléchir avec les transporteurs sanitaires pour éventuellement, c'est un secteur qu'on ne connaît pas, donc c'est comprendre vos enjeux, comprendre les questions qui se posent. C'est vrai que nous, on est plutôt favorable au transport partagé, mais sur le principe, sans probablement avoir tous les tenants et les aboutissants des difficultés que ça pose en pratique. Mais voilà, en effet, c'est un sujet sur lequel on est tout à fait ouvert au dialogue et la signature de l'avenant 11 par l'UNOCAM est l'illustration de cet intérêt, même si c'est à ce stade assez théorique. Mais voilà, donc c'est un peu le message que je voulais passer aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense, Frédéric, tu peux largement reprendre. Je vais d'abord exposer un peu ma vision avant de rentrer dans le débat. D'abord, merci pour l'invitation, parce qu'en effet, c'est assez rare d'avoir l'assurance publique, l'assurance privée ensemble dans un débat. Et c'est évidemment particulièrement important parce que le financement est un des 3
pilier de toute réforme et de toute réflexion sur l'avenir du système de santé avec la gouvernance et l'organisation des acteurs. Alors, 3 choses rapidement. La première, c'est, juste, je réexplique sur le plan macro, moi, ma vision des choses. Je ne pense pas être le seul aujourd'hui à le penser, mais ce système mis en place il y a 70 ans est aujourd'hui un modèle mort, non pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que le monde s'est considérablement transformé autour et il est plus adapté pour répondre à cette triple transition, tout ce que l'on connaît. C'est-à-dire que la superposition d'un assureur privé au-dessus d'un assureur public est aujourd'hui arrivée au bout de ce qu'il pouvait donner. Je rappelle quand même qu'ils n'ont 2 assureurs qui n'ont absolument pas les mêmes logiques, dont chacun a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, c'est la complémentarité des deux, mais l'un à côté de l'autre, qui rendra le modèle fort, et non pas l'un au-dessus de l'autre. Je ne vais pas rappeler tous les surcoûts administratifs, les problèmes dans la maîtrise des dépenses que ça pose, les inégalités que ça pose, tout ça, choses qui sont connues. Ou si ça vous intéresse, vous pouvez écrire pas mal de choses là-dessus. Mais pourquoi est-ce que je vous dis qu'il est mort ? Parce que vous pouvez me dire, comme les instances le pensent, non, on va l'améliorer. Bon. Mais je rappelle que l'assurance maladie a un déficit de 9 milliards 300 millions à peu près sur 2023 et que la trajectoire budgétaire d'ici à 2027 votée dans la loi de financement de sécurité sociale 2024, malheureusement, ne prévoit aucune amélioration de ce niveau de déficit. Alors, comme on s'habitue à des déficits importants en France, il y a 173 milliards d'euros de déficit en 2023 de l'État, bon, tout ça ne sonne plus beaucoup à l'oreille des gens, mais c'est énorme. 9 milliards, c'est absolument énorme. Quand vous vous projetez en arrière, on a dû avoir une seule fois dans l'histoire de l'assurance maladie, en dehors du Covid, un déficit plus important. D'accord ? Donc, c'est pas soutenable. C'est pas soutenable. Donc, on peut faire la politique de l'autruche, ce qu'on fait, mais il y aura des décisions à périmètre équivalent. Il y aura des décisions douloureuses à prendre. Et je pense que vous serez un des secteurs sur lequel il y aura des décisions douloureuses. Il y a déjà, depuis une vingtaine d'années, des décisions douloureuses chaque année, parce que la façon d'essayer de maîtriser les dépenses dans ce système qui n'est pas structuré pour les maîtriser par lui-même, notamment avec ce reste à charge zéro, qui est la course au reste à charge zéro, puisque le bénéfice partagé par tous les politiques quand on parle de système, c'est quoi ? Quand on veut dire du bien du système, on dit nous avons le reste à charge le plus bas au monde. Ce qui est vrai, 7% des dépenses. Mais ce n'est pas ça le sujet. C'est que est-ce que ce système-là permet un accès à la santé pour tous de façon optimisée ou pas ? Bon, et évidemment, dans une maîtrise des dépenses, dans un système soutenable économiquement. Bon, ça a été le cas au XXe siècle, ce n'est plus le cas maintenant, c'est juste des faits. Ça. Donc, il faut arrêter, y compris, on a maintenant une ministre qui nous ressasse qu'on a le meilleur système de santé au monde. Sa deuxième intervention. La première, elle parlait déjà comme au XXe siècle. La deuxième, elle nous a encore ressassé ça. Donc, vous voyez qu'il y a encore du travail à faire juste sur le diagnostic. Là, je ne suis pas encore sur le traitement, mais sur le diagnostic. Le diagnostic, il doit être partagé. Je veux dire, bon, moi je veux bien qu'on partage le fait que le système du XXe siècle fonctionne encore bien mais bon, faut quand même pas vivre parmi les terriens. Donc, ce diagnostic-là, il reste encore à partager. Alors, j'ai parlé de l'assurance maladie qui a un compte qui n'est pas soutenable, mais ce n'est pas la faute de l'assurance maladie, hein, c'est une responsabilité collective. Moi, quand je parle de l'assurance maladie, je parle de l'ensemble des citoyens, en particulier de ceux qui réfléchissent au système. Donc, je me mets complètement dans l'échec de la transformation du système à ce stade. La deuxième, sur les assurances privées, on voit bien qu'on est aujourd'hui, pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on a fait, mais tout ça est un contre-modèle économique. Strictement aucun sens économique. Je vous prends juste un exemple. On a séparé les deux familles à faible risque et une famille à haut risque. En général, le but, c'est de mutualiser. Alors, en particulier, quand on a un système mutualiste qui n'est plus mutualiste, mais qui l'a été, on essaie de mutualiser quand même plutôt les bons risques et les moins bons risques. Eh bien, on a divisé la population en bons risques et en moins bons risques. D'accord ? Contrat individuel, contrat collectif. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est que d'un côté, vous avez une surprotection des personnes et de l'autre, une sous-protection des personnes.
Et pour éviter la démutualisation, on m'a encore interrogé hier pour ça, c'est qu'on multiplie, maintenant on en est aux mutuelles de village, aux mutuelles de ville. Comme on ne peut plus avoir d'affiliation individuelle pour un grand nombre de retraités et que donc on vient sonner à la porte des services sociaux des communes, on leur demande est-ce que vous pourriez vous substituer à nous pour faire pression sur les mutuelles pour le faire ? Non mais bientôt ça va être l'État. C'est-à-dire qu'on va demander à l'État de choisir sa complémentaire santé individuelle à ce place parce qu'on ne peut plus le faire. Oui, bon, vous voyez bien qu'on est quand même dans une logique assez folle. Je ne parlerai pas de la hausse importante 2024, et je ne vais pas discuter si elle est justifiée ou pas, mais ça entraîne évidemment un taux d'effort, en particulier pour la classe moyenne des retraités qui supportent 100% du vote, qui devient de plus en plus compliqué pour une partie de la population. Je ne crois pas que ce soit excessif de dire ça. Donc on voit bien que là aussi, du côté de la soutenabilité du modèle privé, on est au bout du système. Alors, en 2 mots, la solution... on peut dire qu'il y en a plusieurs, modèle américain, modèle anglais ou une régénération du modèle français. On va parler de la régénération du modèle français. Pas beaucoup d'autres options que de réfléchir au rôle des 2 financeurs séparément. D'accord ? Ce n'est pas en affaiblir un autre, un truc, mais donc c'est d'avoir un système avec un seul financeur public pour un certain nombre de missions et privé pour un certain nombre d'autres missions, avec des rôles qui sont forcément différents, parce que quand vous avez un secteur monopolistique public d'un côté et un secteur privé très concurrentiel de l'autre, vous ne leur faites pas faire la même chose. Par exemple, le secteur concurrentiel, ce qui est intéressant, c'est quand même de faire jouer la concurrence sur l'ensemble des innovations technologiques en matière de maintien en bonne santé, où beaucoup de gens sont intéressés aujourd'hui. Prenons les thérapies numériques, prenons toutes les applications numériques, tout ce qu'on appelle abusivement la prévention. Mais ça, c'est un intérêt de mettre là-dedans un secteur concurrentiel pour qu'il y ait de l'innovation dans l'accès à l'innovation. Vous voyez ? Bon, il faut y mettre de la souplesse quand on est dans un secteur privé. Il ne faut pas tout rigidifier, puisqu'en fait, la plupart présentent les mêmes produits, notamment avec le contrat 2004, parce que l'État a décidé, soi-disant, pour protéger la population, qu'il fallait qu'il décide du type de contrat qu'il y avait. Bon, j'arrête là sur le plan macro, mais il faut en débattre de ça, ce qui n'est jamais débattu. Hein. Alors, pourquoi ce n'est pas débattu ? Parce que d'abord, il n'y a pas grand monde qui connaît le système. Parce que il faut un peu travailler dedans, hein, mais et puis parce que, disons-le, les acteurs, alors parce que aussi ils sont soumis, l'assurance maladie est quand même sous la tutelle de l'État, et puis les assureurs privés sont 3 familles avec beaucoup de politique derrière. Donc en fait, tout le monde fait plutôt profil bas. Donc c'est compliqué d'avoir un débat sur la chose, puisque je sais bien que beaucoup porte fermés pensent à peu près la même chose que moi ou que d'autres différemment. Mais en tout cas, on partage probablement le diagnostic. Deuxième élément, sur les transports sanitaires, encore une fois, qui ne peuvent se réfléchir que dans une globalité, mais partons du système qui existe. On voit bien l'absurdité du système. On voit bien l'absurdité. Il y a une seule cohérence dans le système, et encore, c'est le remboursement à 100% des personnes avec des affections de longue durée, qui est un principe générique dans notre système. Bon, sauf que, personnellement, je suis favorable à ce qu'il y ait un contrat thérapeutique pour ces personnes en ALD, parce que autant il faut renforcer ce bloc solidaire, qui est un bloc très important. C'est-à-dire que c'est ce qui vous permet de vous projeter dans la vie sans inquiétude si jamais vous êtes gravement malade. C'est-à-dire que vous n'avez pas de risque financier en France lié à la maladie grâce à ce système à 100%. D'accord ? Donc c'est du solide, c'est du lourd. Hein. Donc évidemment qu'il faut renforcer ça. Enfin, il est évident qu'il faut le structurer de façon à ce que les gens ne soient pas dans la nature une fois qu'ils ont une des 33 ou 34 affections de longue durée, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc on peut le faire sous forme d'un contrat thérapeutique dans l'intérêt des patients pour s'assurer qu'on ait bien mis l'ensemble des ressources humaines, technologiques, au bon prix, avec une évaluation annuelle de la chose. Bon, on connaît un certain nombre d'outils pour le faire. La réflexion a été très bien menée sur les plans cancer, où on a structuré les plans cancer. Mais c'est déjà passé avec une approche complètement hospitalo-centrée, mais c'est la bonne réflexion avec les RCP, avec les PPS, avec toutes ces choses qui ont été pensées. C'est vers ça qu'il faut aller, mais pour toutes les... Et donc là, c'est-à-dire qu'il faut aller vers une individualisation. C'est pas parce qu'on parle des ALD que tout le monde a d'abord pas la même pathologie, mais même au sein de la même pathologie, les mêmes besoins.
Bon. Est-ce que tous les patients ALD, puisque je regardais avant de venir, mais Thibault dira peut-être, sera plus précis que moi, mais j'ai le sentiment, quand je lis d'ailleurs sur le site Amélie, c'est que en fait, tous les patients ALD ont droit à un remboursement 100%, même s'ils n'ont pas besoin d'un transport sanitaire. C'est quand même pas... Je sais pas, enfin, pas sûr que, vu l'état des comptes, il y ait quelque chose qui justifie ça. Bon, donc voilà un exemple que, OK, l'affection de longue durée, il faut le garder, mais enfin, il y a quand même une réflexion à mener par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'en ont pas besoin ne doivent pas bénéficier de quoi que ce soit. Mais enfin, comme l'a dit très justement Thibault Zaccarini, il faut réfléchir de façon un peu sérieuse aux vrais besoins à couvrir par l'assureur public. Bon, donc y compris dans les ALD. Concernant les transports sanitaires, ça ne me semble pas être un... Et vous inquiétez pas, j'en vois hocher la tête. C'est pas parce qu'on vous dit il y aura pas de remboursement à 100%. Il y a tellement de besoins que vous n'êtes pas assez pour les couvrir. Puisqu'en fait, vous survivez grâce au volume, pas à la valeur. Le but, c'est que vous surviviez pas que par le volume, mais par un peu plus de valeur que vous créez. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vous la payer. D'accord ? On vous donne des nouveaux actes, on ne vous les paye pas. Donc ça fait partie quand même du problème de reconnaissance de votre montée en gamme. Parce que c'est bien joli de dire « Ah bah oui, il faut monter en gamme, il faut qu'on ait de nouveaux trucs, mais on n'a pas d'argent pour vous les payer. » Donc il va bien falloir qu'on repense à se donner une marge de manœuvre pour payer ce que l'on considère comme étant, pour le coup, vraiment très important pour la société. Mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas dire on garde tout ça qu'on considère incohérent et en plus on réfléchit à de nouveaux services à financer. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que ça paraît comme ça douloureux, mais c'est pour ça qu'il faut prendre tout ça dans le truc. Dernier point, et c'est la réflexion à mon avis qui d'ailleurs je trouve très satisfaisant, comme quoi on parle toujours des rigidités quelquefois des institutions publiques, mais le fait que l'assurance maladie soit mise dans une dynamique de transformation, de réflexion sur une nouvelle convention montre bien que l'assurance maladie a envie de réfléchir et d'avancer sur les choses. Il faut juste prendre le temps de le faire et partir non pas du financement proprement dit, mais de l'organisation dans les 20 ans à venir du transport sanitaire. Qui fait quoi au sein des transports sanitaires ? Et c'est pas si simple. Il y a le transport urgent, clairement, ça c'est assez clair. Sur la chose. Ensuite, vous avez le transport programmé, professionnel, et le transport programmé non professionnel. Moi, personnellement, je pense qu'il faut sortir de ce mélange des genres où des non-professionnels font la même chose que les professionnels. Ça ne veut pas dire que les non-professionnels ne peuvent pas faire de transport sanitaire. Mais je pense que ce mélange des genres fait que les non-professionnels représentent 75% du segment et demain 90% sur la chose. C'est absolument hallucinant que les taxis soient remboursés à 96%, alors que la moyenne est à 93%. Bon, ça veut dire qu'il y a ce que j'ai dit il y a 2 jours, c'est ce qu'on appelle les passagers clandestins. D'accord ? Ils prennent le beurre, l'argent du beurre, sans les contraintes. Bon, mais c'est le système qui veut ça. Moi, si j'étais taxi, je ferais pareil. Hein, j'ai pas, encore une fois, on est tous là pour défendre à un moment ses intérêts, mais là, on défend un système. Donc, moi, je pense qu'il y a une réflexion sur ce qui doit être financé par l'assurance publique. Je crois que ça a été dit tout à l'heure, mais dans la plupart des pays, l'assurance publique rembourse peu ou pas les transports sanitaires. Savoir, et ça se passe très bien, enfin en tout cas pas plus mal qu'en France, donc attention si l'assurance maladie ne me rembourse pas tout, c'est la fin des haricots. Ce qui est vrai, c'est qu'on a drogué les Français à ça. Hein. Le problème qu'ont les politiques, c'est qu'on les a tellement drogués comme à la dépense publique et au remboursement, que c'est sûr que l'addiction est forte. Et donc, c'est le problème. C'est bien pour ça que je pense qu'il faut une réforme systémique, c'est-à-dire qu'ils prennent tout à la fois, ou sinon on ne prend rien, parce qu'on se fait terrasser dès qu'on commence à raconter quelque chose, qu'il faut raconter des bonnes nouvelles. L'idée d'une réforme systémique, c'est pour améliorer le système, c'est pas pour donner le sentiment de le dégrader. Mais si on n'a pas une approche globale, on donne le sentiment de le dégrader parce de devoir faire plus d'efforts qu'avant. C'est pas des efforts, c'est pour que ça fonctionne mieux. Donc, une fois qu'on aura fait ce travail-là, de dire, voilà ce que font les ambulances, voilà ce que, dans les ambulances, est considéré comme un service public ou quelque chose qui ne fait pas de doute que, dans l'esprit du modèle français, c'est l'assurance publique qui le rembourse. Probablement au transport urgent, probablement une partie des transports programmés, des affections de longue durée. Quid du reste ? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais il faut se poser la question. Qui fait quoi dans le transport programmé ?
dans le choix. Ça, il faut le travailler dans le choix. Et je pense que ça doit être un élément structurant de la prochaine convention. Parce que si vous le mettez dans une convention avec l'accord de la majorité de la profession, parce qu'on parle souvent les taxis et trucs, bon, voilà, je veux dire, ce sont des décisions politiques. On peut toujours aller manifester où on veut, mais en revanche, ce qui est le pire, c'est les petites touches négatives. Qui met les gens dehors sans que ça change grand-chose. C'est là où petit différent avec la chose, c'est que on n'est plus, ça marche pas les petits, étant donné le choc externe sur le système, les petites touches ne marchent pas, elles n'ont pas d'impact. Donc avenant 10, avenant 11, je dis pas qu'il faut pas les faire, parce que c'est pas simple de réformer. Mais là, c'est vraiment l'heure d'avoir une approche beaucoup plus restructurante si on veut vraiment avoir un réel impact. Je pense que Thibault a de quoi réagir. Non, il y a quand même pas mal de points d'accord. Je trouve très juste, et surtout sur les transports, c'est des ALD, on n'est pas forcément homogène. Un patient ALD diabétique, il y a plein de types de patients diabétiques derrière. Et vous avez raison, vous avez bien vu. Aujourd'hui, pour l'ouverture de la prise en charge, l'ALD quasiment vous donne la prise en charge, quel que soit derrière le type de soins ou le type de pathologie de manière un peu plus fine. Donc, se reposer cette question, c'est pas un gros mot. Et l'idée, c'est pas d'aller dégrader le service. Ça pose aussi question, et on le disait tout à l'heure, c'est pourquoi transport sanitaire, c'est 97% l'assurance maladie obligatoire, quand on voit d'autres soins, les médicaments, les médecins ou les chirurgiens, où c'est plus équilibré. Et là où je rejoins aussi ce qui a été dit, c'est que faut avoir cette approche un peu plus globale, que là, si on réfléchit que sur les transports en répartition MOMC, le débat n'est pas bon. Et en même temps, si on veut vous accompagner, réussir à investir dans les prochaines conventions avec vous, on aura besoin sûrement de réfléchir au système de manière beaucoup plus profonde, pas seul, en tant que financeur. Et c'est là où le cercle, il n'est pas évident à résoudre. Donc, on a beaucoup de chantiers. L'idée n'est pas du tout d'être négatif, mais il faut vraiment qu'on se pose là-dessus. Alors je n'utiliserai pas les mêmes termes sur les taxis, où en ce moment, vous avez vu que ce n'était pas non plus hyper simple avec nous. Ce qui est vrai, c'est qu'on a deux acteurs différents qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations, qui sont pourtant sur le même type de patients et le même type de transport si on compare les VSA et les taxis. Donc ça pose question. Pourquoi des tarifications si différentes, pourquoi des obligations si différentes. Et c'est même pas pour faire, c'est dans un sens ou dans un autre, que eux n'auront pas forcément la même vision que vous sur qui est avantagé dans l'histoire. Mais globalement, voilà, on a différents acteurs qui permettent de répondre à un besoin. On n'a pas les mêmes règles. Ça aide pas non plus en simplicité, en lisibilité. Et quand alors vous êtes pro tous à connaître les conventions, mais quand on lit les conventions, quand on lit les modèles économiques, on est arrivé dans des choses très complexes et qui pourtant ne captent pas l'ensemble de la problématique et du service que vous apportez. Et donc on voit bien qu'on est limité alors même qu'on a une tarification qui est compliquée. Donc là aussi, ça pose question de prendre un peu de recul et de se dire, voilà, on était très liés au kilomètre à un moment. Est-ce qu'il faut toujours rester là-dedans ? On était très liés, on n'est que liés à l'activité. Est-ce qu'il faut rester dedans ? Et pourtant, là aussi, on a une dépense qui est très importante, qui augmente. Mais on a des carences. On n'est pas en train de dire que tous les besoins sont couverts. On a des patients qui ne trouvent pas aujourd'hui de transport dans certains territoires. Et on se dit, mais là aussi, il y a une réflexion côté assurance maladie. On ne peut pas dépenser autant, avoir autant de véhicules partout et de se retrouver avec des patients qui ne trouvent pas d'entreprise pour les transporter. Donc ça aussi, comment on met une sorte... je ne vais pas reprendre l'expression de droit et devoir qui était dans une autre convention qui a été malheureuse, mais dans une logique où on changerait totalement le système, comment vous, entreprise aussi, vous pouvez prendre vos responsabilités et assurer à l'assurance maladie que l'ensemble, par exemple, des patients seront transportés. Et peut-être que les petites touches ne sont pas suffisantes, qu'il faut renverser la table pour vraiment aller loin. Voilà, je n'ai pas d'avis tranché dessus. Je pense quand même qu'on a moyen... Transport partagé, alors tout le monde en parle, ça fait, voilà, en ce moment... Ça existe depuis longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas très, très développé. Mais honnêtement, si on se pose vraiment sur ce sujet-là, on arrive avec vous à le travailler et à améliorer, mais on résout quand même une grosse problématique, non pas de tout ce que vous avez dit en équilibre, mais dans le transport sanitaire, vous prenez... là, il y a 19% des trajets VSL qui sont du transport partagé. Je sais pas, on passe à 20%, mais c'est des dizaines de millions d'euros d'économies qui sont générées.
Pour les patients, voilà, on n'est pas en train de diminuer l'accès des patients à une prise en charge, à un remboursement. Pour les entreprises, si on vous accompagne correctement avec les incitatifs, avec les bonus, logiquement, vous vous y retrouvez aussi en termes d'activité. Et on voit bien qu'on a quand même des systèmes. Voilà, je ne parle pas de l'équation globale du système où on pourra tous avoir des avis et où il y a pas mal de choses où c'est vrai qu'il faudrait réfléchir. Mais sur ce sujet-là, on a moyen, en prenant des sujets précis, quand même de changer à court terme les choses et de se dégager des marges de manœuvre pour réinvestir dans d'autres choses, et notamment les nouveaux actes ambulanciers ou d'autres services qui pourraient être confiés à votre profession. Donc voilà, se dire que c'est pas les avenants, il y a toujours un côté frustrant parce qu'on ne révolutionne pas tout. Peut-être qu'à force, effectivement, on se dit petit à petit, mais finalement, on n'arrive pas à renverser la table à un moment où il le faudrait pour vraiment changer un système, et il peut y avoir un côté frustrant, et c'est vrai. Mais on a moyen, et notamment sur les transports, je trouve, avec des partenaires conventionnels, et je le dis, c'est pas pour vous faire plaisir, et par ailleurs, vous n'avez pas signé l'avenant, donc je suis encore plus à l'aise pour le dire. Mais on a des gens en face qui discutent et qui acceptent de changer un système. Ce qui est hyper rare, hein, dans beaucoup d'autres négociations. On est plutôt face à des partenaires avec une vision un peu plus figée. On a peur des compétences, des nouvelles compétences des autres, des transferts de compétences, chacun veut garder son précaré. Vous, c'est pas le cas. Vous êtes vraiment ouvert à réformer le système, à avoir des missions en plus et à réfléchir au modèle économique. Donc, on a cette chance-là, signataire ou non signataire, d'être autour d'une table assez régulièrement, d'avoir recréé, je pense, un dialogue, en tout cas, entre votre profession et l'assurance maladie. On ne se comprend pas toujours, mais on échange souvent. Profitons-en autour d'une table avec... voilà, il y avait aussi, vous avez fait un rapport très, très approfondi, il y a pas mal de littérature sur le sujet. Profitons-en sur ce sujet-là, qui n'est pas un petit sujet, à avancer les choses, même si globalement, peut-être que le système, la répartition des financeurs, ce qu'on prend en charge, n'évoluera pas aussi rapidement. Mais ne nous privons pas sur le transport sanitaire, peut-être d'être un exemple aussi en termes de dynamisme conventionnel et de changement de modèle. C'est exactement ce à quoi je pensais sur la conclusion de Thibault, c'est qu'en fait, on peut aller toujours beaucoup plus loin, on se bride un peu tout seul, c'est-à-dire qu'on peut faire de cette refonte conventionnelle un peu un aiguillon de la réforme globale, en réfléchissant déjà sur le rôle des différents financeurs, si on reste dans la chose. Il faut une loi, ou peut-être pour changer les règles de financement, je ne sais pas si tout est législatif ou aussi un règle. Non, bon. Donc, on peut très bien, et c'est peut-être d'ailleurs ce que l'on proposera, c'est-à-dire de redéfinir déjà le rôle des différents opérateurs et donc le rôle des différents financeurs en miroir de cette nouvelle organisation des soins. Il y a des transports sanitaires. Il y a deux éléments quand même où il y a beaucoup. Le politique doit être, vous les avez invités, je prends deux exemples. Aujourd'hui, l'assurance maladie est quand même largement la source de financement qui permet de faire vivre des milliers de taxis. D'accord ? Sans quoi, on sait que les taxis mettraient la clé sous la porte. Bon, c'est un choix politique, ça. Est-ce que c'est à vos cotisations d'assurance maladie de permettre la viabilité économique de taxis qui ne l'auraient pas sinon ? Bon, en théorie, non. Bon, mais ça, c'est un choix politique, parce qu'il y a un autre choix, c'est qu'il y a un budget de l'État, où là, c'est un choix politique assumé. Mais ce n'est pas à l'assurance maladie. Deuxième un peu passager clandestin de l'affaire, ce sont les SDIS, d'accord, qui ont un financement, je crois que c'est 10% de leur activité, mais pas si c'est 30% de leur source de financement. Donc, ils ont un financement exceptionnel, ils coûtent beaucoup plus cher, mais c'est normal, c'est pour financer, parce que c'est des pompiers. Oui, mais ce n'est pas à l'assurance maladie, en théorie, de le faire. Oui. Donc, ça aussi sont des sujets à mettre sur la table. Parce que soit c'est assumé et on dit dans les 20 prochaines années, ça sera l'assurance maladie qui aura ce budget-là et c'est identifié. Mais c'est quand même, je pense que c'est à ces moments-là de réflexion qu'il faut les amener. La même chose que j'entends beaucoup depuis quelques semaines, que comme l'assurance maladie est en difficulté financière, à peu près tous les acteurs se disent, quand ils ont des idées, je vais aller voir les mutuelles. Tiens, je vais aller voir les mutuelles. Je ne sais pas si vous avez plus de demandes, mais il y a toujours aller voir les mutuelles. Oui, mais si tu gardes le système actuel où déjà la mutuelle complète et a déjà en gros l'allocation de ses dépenses, et que tu lui dis, en fait, elle va me payer les services supplémentaires, tu vois bien qu'il y a un problème économique. Donc là aussi, ça va dans une réflexion globale. On ne peut pas demander aux assureurs privés de continuer les missions actuelles et à périmètre égal financer tout un tas d'autres missions. Sachant que moi, je pense qu'il y a
le cœur du système de santé qui doit encore une fois avoir une assurance publique et une assurance privée supplémentaire sur un modèle mutualiste à affiliation individuelle, et à l'extérieur, à la marge du système, en effet, une assurance privée sur le modèle de l'assurance privée à but lucratif, si on veut aller se faire soigner à l'hôpital américain, si on veut un EHPAD ultra luxueux, bien sûr, une liberté contractuelle, il n'y a pas de problème, mais ça ne finance pas le cœur, la santé, les services essentiels de santé. Vous voyez, bon, moi, c'est le modèle que je défends. Il y a peut-être d'autres, mais il n'y a pas 36 options, quand même. Voilà. Alors juste peut-être pour rebondir, en effet, on a pas mal d'acteurs là qui se rapprochent des complémentaires en se disant en effet que compte tenu de l'état des finances de l'assurance maladie obligatoire, les complémentaires pourraient être une nouvelle source de financement. Et comme vous l'avez très justement dit, c'est vrai que le modèle économique des complémentaires santé, c'est des cotisations qui financent des prestations. Il n'y a pas de possibilité de faire du déficit. Donc, toute nouvelle prestation conduit à des hausses de cotisations si on ne revoit pas l'organisation du système de santé. Et en effet, nous aussi, on appelle à une réflexion globale, en fait. On voit bien qu'on arrive tous à bout de souffle, et l'organisation et les financeurs, quels qu'ils soient. Donc voilà, et l'organisation et le rôle de chacun, on est prêt à réouvrir le sujet des maladies chroniques, de la prise en charge des soins pour les personnes en ALD. Enfin voilà, on est tout à fait ouvert à remettre tout sur la table et en discuter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que le coût de la complémentaire santé est en effet un sujet pour des personnes âgées, et que plus on va ajouter de prestations à financer, plus ça va devenir une question prégnante. Donc, mais là, ça échappe, c'est au-delà du sujet des transporteurs sanitaires. Oui, c'est vraiment... oui, on est obligé d'en parler, tout à fait. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui viennent nous voir pour solvabiliser. On ne va pas pouvoir solvabiliser beaucoup de choses nouvelles sans qu'il y ait un impact sur les cotisations que les personnes vont payer. Et donc, sur le sujet des transporteurs sanitaires, c'est vrai que le poids de l'assurance maladie obligatoire est essentiellement lié au fait que ce sont essentiellement des personnes en ALD. Donc, la question de l'ALD est cruciale. Il y en a de plus en plus. Ça coûte de plus en plus cher. Donc, nous, on croit beaucoup à la prévention, mais là aussi, c'est un investissement qui... on ne renversera pas la table tout d'un coup. Donc, ça va nécessiter des investissements collectifs. Et nous, côté mutuelle, on est prêt à prendre tout à fait notre part et à investir massivement dans la prévention. C'est comme ça qu'on arrivera à résoudre ce problème des maladies chroniques et probablement du financement de leurs dépenses. Il y a un point qui est juste important parce qu'il est très structurant dans ce secteur-là, c'est le fait que vous soyez à peu près les seuls responsabilisés sur le financement. C'est-à-dire qu'on est quand on regarde toute la chaîne du prescripteur au consommateur, finalement, tous les autres sont à peu près déresponsabilisés, désolidarisés de toute responsabilité de financement. Ça, c'est un problème. C'est évident que, et je n'ai pas la solution, mais dans le prochain système, il faut quand même réfléchir comment est-ce qu'on peut responsabiliser chaque brique dans la volonté d'avoir un système qui soit plus équilibré du prescripteur au consommateur. Ça me paraît évident. C'est quand même un des secteurs sur lesquels on a beaucoup des responsabilités. Parce qu'on a toujours ce discours sur la fraude. C'est extraordinaire. Parce que, moi, je pars du principe que les gens, à l'exception d'une minorité, sont plutôt honnêtes. J'ai peut-être tort. Peut-être un peu trop rousseauiste, mais c'est quand même globalement une réalité. Sauf que quand les systèmes dysfonctionnent et qu'on incite non pas à être vertueux, mais à être plutôt non vertueux, forcément on augmente la part de non pas d'escrocs, mais de comportements dans une zone grise. Donc, s'il y a bien un problème de fraude ou on va dire de comportement non vertueux dans le secteur, c'est bien que le système est non vertueux.
D'accord ? C'est pas et on le sait que c'est comme ça. C'est pareil pour les taxis. Moi, je prends régulièrement le taxi. Ils sont très sympathiques, les taxis. Moi, je réfléchis toujours indépendamment des personnes concernées. Encore une fois, les taxis sont des gens vertueux, mais ils ont quand même un système. Moi, si j'étais taxi, j'en profiterais comme eux. Hein ? C'est pas de contrôle. On connaît tout le modèle. Enfin, il est hallucinant, le modèle. Bon. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir comment on peut responsabiliser le prescripteur. D'une façon ou d'une autre, il y a un moyen. Comment est-ce qu'on peut s'assurer, en effet, qu'il y ait le bon c'est comme le juste soin au juste coût, c'est le juste transport au juste coût. Il y a quasiment aucune incitation d'avoir ça. Tout le monde le veut, mais il n'y a pas. Bon, il faut réfléchir. Et puis, le consommateur, il faut qu'il soit à un moment responsabilisé, qu'il ait conscience que quand il est remboursé à 100%, qu'il ait bien la conscience de ce remboursement à 100%, ce qui n'est pas le cas, comme on le sait, mais c'est le cas dans tous les secteurs, et sinon qu'il participe à une partie du financement. Voilà, désolé, je prends le truc, mais... Tiens, comment ? Oui, merci. Merci. Oui, Thibault, j'étais autour de la table pour l'avenant 11, donc en tant que personne frustrée, vous en parliez, j'ai fait partie de celle-ci. Donc pourquoi ? Parce que la convention, on la rappelle, elle date de 2003. 2003 et en 2023, donc 20 ans plus tard, on signe de nouveau un avenant. Donc 11 avenants, sachant que vous avez ouvert des avenants, ça c'est un constat, des avenants, notamment l'avenant 7, dont la porte a été fermée 1 an plus tard. Donc des avenants même qui ne se cumulaient pas. Donc on est arrivé dans un flou artistique dans l'exécution de notre mission, parce que 23 années avec un monde en plein changement, le FIR qui a été mis en place depuis 2020, les perfusions, la distribution du FIR qui... On en parle régulièrement, n'est toujours pas ajusté. Tout cela montre, évidemment, qu'on n'est pas sur un arbre, un tronc qui est solide. Donc, il faut revoir. Je suis tout à fait d'accord avec Frédéric Bizard sur la refonte systémique de la nouvelle convention. Selon vous, aujourd'hui, pensez-vous qu'avec la nouvelle convention, nous pourrions dépasser le forfait et le kilomètre ? Nous pourrions faire autre Nous pourrions chose, dépasser la nomenclature d'une tarification forfait et d'une tarification kilomètre. Là-dessus, nous, j'ai envie de dire tout est possible, et c'est aussi l'avantage dans nos discussions conventionnelles, c'est que on peut pas se cacher, on a quand même une liberté. Alors on a évidemment des enveloppes contraintes, mais ensuite en termes de création, de manière de tarifer, on est assez libre avec les partenaires conventionnels, et donc ne nous privons pas d'être créatifs. Après, n'imaginons pas non plus que on va réussir à... Des personnes qui ont réfléchi pendant des années et ont des difficultés. Il y a des sujets quand même de traçabilité, il y a des sujets de facturation aux patients. Donc il faut quand même qu'on arrive à toujours ramener pour nous, et je pense qu'on en parle sur d'autres sujets, une prestation à un patient. Mais oui, on pourra de toute façon avoir des réflexions bien plus larges que le prix du kilomètre et le forfait. Donc ça, là-dessus, pour vous rassurer. La logique avenant et convention, sans rentrer trop, un avenant, il peut être plus ambitieux qu'une convention. Donc c'est... Il n'y a pas de frustration à avoir. Il y a des professions qui sont 25e avenant. Ça a été la vie qui est comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'un avenant est forcément plus limité qu'une convention. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des ambulanciers qui ont racheté des entreprises, par exemple, en 2018, 2019, dont ils avaient l'ignorance que l'ancien propriétaire, par exemple, n'avait pas signé l'avenant 7. D'accord ? Bon, vous avez contrôlé ces entreprises qui, eux, ils sont arrivés, ils ont géolocalisé, ils ont mis les boîtiers sur leur véhicule, ils ont certifié leurs factures et ils procédaient via CEFI. Et on leur a dit, vous n'êtes pas signataire de l'avenant 7. Donc, je suis d'accord, l'avenant 11, il y a des avenants qui sont plus ambitieux que d'autres. Mais vous avez fermé certains avenants pour information. Et il n'a plus été possible pour eux aujourd'hui de signer l'avenant 7. D'où, effectivement, la nouvelle convention s'impose. Il y a un manque de clarté. Ah oui, non, mais même, il y a un manque de clarté. Et lors des contrôles de vos services, enfin des caisses locales, l'ambulancier disait, non, je suis certifié, non, j'ai les boîtiers de géologue. Oui, mais vous n'êtes pas signataire d'un avenant 7. Alors, OK, il y a des avenants ambitieux, mais à force de les cumuler, c'est une pratique... Un des enjeux globaux, quand on veut aussi réformer il faut que ce soit lisible et compréhensible. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure dans la table ronde, c'est que quand les rédacteurs rédigent un texte et qu'un an après, le sujet d'interprétation ne le comprend pas, c'est un enjeu. Il faut qu'on arrive à le clarifier, qu'il soit bien compréhensible, ça c'est clair. Juste pour... Et après, comme il y avait une main qui a été levée tout à l'heure, mais pour revenir sur le dernier, la responsabilisation du prescripteur. Et
Je resterai sur le prescripteur à ce stade. Vrai enjeu, vous avez tout à fait raison. Sans faire de teasing, on va essayer d'avancer avec les médecins qui sont quand même les premiers prescripteurs, à la fois les libéraux, mais n'oublions pas les médecins hospitaliers qui sont encore plus prescripteurs de transport et pour lesquels c'est peut-être plus difficile d'agir. Mais il y a un moment où il faut responsabiliser les prescripteurs, il faut les responsabiliser. Vous n'êtes pas responsable du volume et des prescriptions. Souvent, c'est un échange qu'on a avec l'ensemble des professionnels de santé lorsqu'ils exécutent une prescription, de nous dire c'est pas de notre faute l'effet volume, etc. Donc voilà, on prend l'autre rôle dans ce cas-là et on dit oui, mais bon, ça vous fait quand même du volume en plus. Mais il y a un enjeu à un moment de s'interroger sur les prescripteurs. Ça ne veut pas dire que la prescription n'est plus libre, ça ne veut pas dire que déontologiquement on leur dit ce qu'il faut faire, mais oui, il va falloir qu'on arrive à travailler avec les médecins et c'est ce qu'on fait en ce moment avec les médecins libéraux pour se mettre d'accord sur des actions de pertinence. On en parle souvent, là aussi. Je pense que chaque nouveau ministre nous parle de la pertinence et des actes inutiles et essaye de les quantifier pour dire il n'y a pas de souci en fait si on enlevait les actes inutiles. Voilà. Comment concrètement on travaille avec les médecins? Le sujet des transports, c'est un sujet qu'on a avec eux pour améliorer la prescription de transport et s'assurer que toute cette dépense va bien, et là vous l'avez dit tout à l'heure, pour des bonnes prescriptions, des bons patients, le bon type de transport, là aussi, l'ambulance versus le VSL versus le taxi. Tous les patients n'ont pas besoin d'une ambulance, mais certains en ont besoin d'une. Comment on fait en sorte que le prescripteur choisit le bon moyen? Aujourd'hui, honnêtement, certains font n'importe quoi, comme ils ne connaissent pas, ou alors ils cochent, ou alors derrière, ils ne cochent pas et c'est vous qui cochez en fonction du véhicule disponible. Voilà, tout ça, à un moment, ça doit permettre de le faire. On l'a fait avec les médecins, vous, on le fait aussi avec le transport partagé. Finalement, il faut aussi que dans nos accords, quand on investit beaucoup, on responsabilise. Et honnêtement, je pense qu'on a des syndicats qui commencent à comprendre aussi, professionnels de santé, qu'on peut parler de prescription, on peut parler de manière, de pertinence aussi dans nos conventions. Et pourquoi pas avec des objectifs quantifiés derrière pour dire, en fait, si collectivement on arrive à améliorer ça, forcément, ça fait des enveloppes financières qu'on peut réallouer ailleurs et réallouer dans les endroits où on en a le plus besoin. Et ça, on espère, alors on verra si on aboutit à un accord là-dessus, mais on espère quand même que cette compréhension-là, notamment côté des médecins, elle est en train vraiment d'être perçue en se disant, mais finalement, les patients n'y perdent pas, il y a toujours une bonne prise en charge, mais derrière, on arrive à avoir des enveloppes financières qui peuvent être plus importantes. Et du coup, il y a cette logique, et là, c'est cette logique aussi d'intéressement, mais qu'on peut discuter. Mais c'est quand un professionnel, quand une entreprise fait un effort sur quelque chose, qu'il y a une partie quand même qui soit réattribuée. Donc, typiquement, le transport partagé, si vous générez des économies grâce à ça, qu'on la réattribue non pas forcément aux autres secteurs, mais qu'elle vienne aussi nous aider à réformer votre secteur. Et je pense que ça aide en termes de mobilisation et de changement, dès lors qu'on sait que les résultats de ce changement seront réaffectés pour son exercice et son modèle économique. J'ai dévié un petit peu, mais ça rejoignait ce que vous disiez tout à l'heure. La mobilisation de la prescription des prescripteurs. On était avec la table ronde juste avant avec le président de la RTLH. Aujourd'hui, les prescripteurs intra-hospitaliers, ils ne font pas de prescription médicale de transport. Une secrétaire, une infirmière éventuellement, mais le docteur, il n'en a rien à foutre. Et puis, ce n'est pas une prescription, c'est un bon. Le bon de transport, ça c'est. Donc, quand on parle avec les gestionnaires des plateformes logistiques, le président de la RTLH sur les sujets de la digitalisation de la prescription et donc des plateformes, parce qu'il y avait la NAP qui était là. J'ai entendu. On est sur le sujet qui nous concerne par rapport à votre enjeu, vous l'avez mis dans l'avenant numéro 11, qui est de dire, faisons du transport partagé l'objectif d'une économie substantielle et des changements d'organisation, mais on est sur des systèmes où les plateformes sont des systèmes de rente pour quelques organisations syndicales. Okay. Donc il y a des conflits d'intérêts, et donc c'est un sujet sur lequel, en termes de responsabilité par rapport à la prescription, si l'organisation assurance maladie avec les mutuelles ne sont pas en capacité de qualifier le traitement des données en silo avec l'identification, le numéro d'assurance maladie, le numéro de complémentaire et la réalisation par un professionnel de santé, mais qui doit être à votre main. Si elle a la main d'autres acteurs, perte de contrôle, me semble-t-il. Mais voilà, je voulais juste... Deux réponses très très courtes, ça va durer 30 secondes. La première, c'est que l'assurance maladie, on n'a pas ni obligé les plateformes dans l'avenant 11. Il y a le mythe sur les plateformes, on l'entend partout. Voilà, donc c'est pas l'assurance maladie, il n'y a pas d'obligation d'utiliser une plateforme, etc. Donc juste
C'est un sujet qu'il faudra qu'on étudie. On n'est pas, voilà, on sait qu'il y a un marché qui se développe, donc il va falloir qu'on regarde. Mais juste se redire que l'avenant 11, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de passage par les plateformes. Le deuxième élément, c'est juste, et c'est plus peut-être un rêve, mais réforme du financement de l'hôpital, là aussi, qui est une brique aussi par rapport à la pertinence de la prescription, à la manière de prescrire, à l'organisation. Sur les transports, ça aurait aussi du sens. Et donc, on travaille, on a fait notre demande côté de ministère, que ce soit typiquement s'il y a une brique qui est liée à la manière potentiellement de prescrire, que le taux de transport partagé, la manière de prescrire les transports, qui les prescrit, que tout ça soit réinterrogé. Alors, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on assiste à un certain nombre de déviances. J'appelle pas ça de la fraude, j'appelle ça des déviances. Sauf que bien souvent, les déviances, c'est la CNAM elle-même qui les met en place. Si on prend historiquement la problématique aujourd'hui, l'enveloppe taxi qui a explosé. Pourquoi ? Parce que c'est votre politique du moins. Pour faire de l'économie, tout ce que vous savez dire, c'est moins, 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 moins. Et comme vous faites ça, je vais vous prendre des exemples simples. À une époque, vous avez dit, tiens, on va faire des économies, qu'est-ce qu'on va faire ? Les cas opératoires en VSL, on va arrêter de les rembourser. Comme ça va nous générer X millions d'économies. C'était un non-sens. Vous êtes tiré une balle dans le pied. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il y avait X millions de dépenses pour des transports en VSL. Sauf que les gens, ils ont quand même besoin d'être transportés. Alors, il y en a qui peuvent prendre les transports en commun, mais pas tous. Parce qu'ils n'ont pas tous des transports en commun à disponibilité, dans la ruralité principalement, et même dans des zones très urbanisées. Il n'y a pas forcément les transports en commun adéquats. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un transfert vers l'ambulance. Pas de tous les patients, mais de 50% des patients. Pour un transport qui est 3 fois plus cher. Moralité, vous avez augmenté votre dépense exactement pour le même nombre de transports. C'est une hérésie absolue. Et souvent, on voit vos décisions et on ne comprend pas. Aujourd'hui, on redécouvre le transport partagé. Dans les années 90, je faisais énormément. Ça s'appelait du transport groupé, pas partagé. C'est plus élégant partagé. Mais ça s'appelait du transport groupé, c'était comme ça. On faisait des abattements pour transport groupé. Sur nos factures, c'était comme ça. Moi, j'avais une entreprise où on fonctionnait beaucoup avec ça. On en faisait énormément. On avait des centres de dialyse sur lesquels c'était on pouvait facilement le mettre en place et ça fonctionnait. Sauf que en dehors des heures où il y avait des transports pour les dialyses, il fallait bien avoir une activité. Et notre activité, principalement, comme on n'avait pas de gros centres de cancéro à proximité et qu'on était obligé de rester sur une zone contrainte pour des raisons économiques, on faisait beaucoup de transports de kinés, donc des cas opératoires. Et quand vous avez remboursé les cas opératoires, le VSL s'est retrouvé amputé d'une partie de son activité. Et on a dit, on n'est plus à même de pouvoir continuer à faire du transport groupé sur les dialyses. Le taxi, aujourd'hui, pourquoi on en est là ? On en est là parce qu'à une époque, les transporteurs sanitaires vous ont demandé d'augmenter considérablement la prise en charge du VSL parce qu'on avait des problèmes de viabilité. Qu'est-ce qui s'est passé ? On nous a dit, vous croyez que ça va se passer comme ça ? Mais non, on va vous mettre en concurrence avec les taxis et vous allez voir, là, vous allez y aller. On n'y a pas été. Ils ont fait quoi, les transporteurs sanitaires ? Ils ont transformé leur VSL en ambulance. Leur autorisation de circuler en VSL, ils ont transformé en ambulance. On sait très bien que l'offre génère la demande. On l'a augmenté. L'offre génère la demande. C'était la raison essentielle du numerus clausus. Quand au départ, vous n'arriviez pas, c'est un temps que vous ne pouvez pas connaître parce que vous êtes trop jeune pour ça, mais il y a eu la maîtrise médicalisée. Ça n'a jamais fonctionné. Je connais les pyramides. Mais... Ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Après, vous avez voulu avoir une maîtrise comptable. Là, ça a été un tollé où on vous a dit c'est pas acceptable. Et notre fédération vous a dit il y a quelque chose à faire, c'est maîtriser la demande en maîtrisant l'offre. Mettez en place un numerus clausus et vous allez arriver à juguler cette augmentation qui est exponentielle.
Ça a fonctionné à un moment. Et puis derrière, on a trouvé d'autres dérives. Donc, à chaque fois que vous essayez de faire du moins, ça ne fonctionne pas. Donc, quand les fédérations vous font des propositions qui sont censées, je ne parle pas des propositions type article 80, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de retour sur l'article 80, il devait y en avoir, mais on ne les a pas. On s'aperçoit quand même, quand on creuse un peu, qu'on a une explosion de la demande, qu'on a une explosion de la double facturation. Il n'y a pas de contrôle, parce que vous ne pouvez pas les mettre. C'est beaucoup plus facile pour une CPAM de contrôler un ambulancier que pour un hôpital. L'hôpital, lui, il n'a pas les outils pour pouvoir contrôler. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais sur la double facturation, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'opérations et il y a des récupérations d'indus régulières. Hein. Voilà. En attendant, il y en a qui ouvrent largement le sac et on continue à mettre de l'argent dedans. Après, dans votre sens, là, pour redire, on n'arrivera pas si on fait que les ambulances, que les VSL, qu'on ne regarde pas à côté. Donc, typiquement, il faut réfléchir transport assis partagé, que sinon on a des effets de bord comme ça. Non, mais il faut réfléchir, et c'est ce que je vous dis, il faut réfléchir de manière globale. Et quand on a mis en place la réforme de l'UPH, on a défini un coût pour fixer le RMG en disant, voilà, le coût sur une journée, c'est ça. Et puis derrière, vous avez trouvé une petite économie. La petite économie, ça a été de dire, bon, ben finalement, le RMG, on va le lisser sur nuit, jour férié, tout pareil. Mais le coût, c'est plus le même. Donc vous dépensez énormément d'argent dans le RMG, et c'est une bonne chose, et il faut le faire. Mais c'est pas le but. Le but du système, c'est pas de créer du RMG. Le but du système, c'est d'avoir une couverture qui ait des périodes où on ne perçoive aucun RMG et où effectivement ça fonctionne, des zones où ça fonctionne parce qu'on sait qu'il y a l'activité suffisante, et il y a une partie où il faut verser du RMG. Là, en faisant ce que vous avez fait, on commence à voir aujourd'hui l'effet pervers, c'est qu'on commence à avoir des départements sur lesquels on a des problèmes à trouver des ambulanciers la nuit pour assurer la garde, des ambulanciers le week-end, alors que c'était ça qu'on voulait combler. C'était ça notre problème. C'est pas l'activité de jour. L'activité de jour, c'est pas un problème. On a des opérateurs pour le faire. Mais le challenge supplémentaire, et c'est un peu ce que disait aussi Frédéric tout à l'heure, mais on a beaucoup de partenaires différents. Et donc là, vous avez donc, les SDIS, les transporteurs, je vais même dire la CNAM, le ministère de la Santé. Vous avez évidemment les ministères en charge des SDIS. Donc on voit bien que sur ce sujet-là, et c'est là où c'est une impulsion côté État, mais on ne peut pas imaginer faire plaisir à tout le monde. Et à un moment, il y a des décisions à prendre beaucoup plus claires. Et donc, là où je vous rejoins quand même, hein, c'est que votre secteur est quand même un exemple qui montre qu'on ne peut pas résoudre, nous, chaque acteur, juste avec l'avenant 11, on ne va pas résoudre le problème du transport sanitaire qui est beaucoup plus large, qui ne concerne pas que nous, d'organisation, etc. Donc si on veut cette nouvelle convention, etc., il faut quand même qu'on arrive à embrasser plus large et à travailler avec les autres partenaires, que sinon on répondra à un bout de la problématique et ça va se décaler ailleurs. Et donc là, je vous rejoins là-dessus. Et avec de la cohérence. Parce que quand on nous dit vous facturez 150 € une mission SAMU, mais s'il y a une carence ambulancière et qu'on envoie les pompiers, on va leur donner 200 €. Plus même, oui. Il y a 200. C'est pas nous qui fixons. Mais oui, vous avez raison, non, mais je prends le côté État, même si je suis assurance maladie, mais... Exactement. Non, mais... Ça tombe bien, les mutuelles sont là. Ça tombe bien, les mutuelles sont là. Pourquoi la FNAP n'a pas voulu signer l'avenant 10 ? Entre autres, parce qu'on n'avait pas une prise en charge à 100%. Et on a dit, vous voulez nous mettre en concurrence avec les pompiers ? On est concurrentiel, hein. 150 € la mission ambulancière, 1250 € la mission 10. On est largement concurrentiel. Mais on a dit, par contre, on a besoin de quelque chose, nous. On a besoin de faire payer au cul du camion comme un transporteur. Et on a besoin que les gens soient pris en charge à 100% sur l'UPH. Ce qui est fait maintenant. Ouais. Alors, c'est pas fait maintenant. C'est pas fait maintenant. Sur l'UPH ? Vous l'avez fait comment ? Vous l'avez fait en disant, ok, d'accord, on va vous payer à 100% sur l'UPH,
Alors qu'il y a plein de transports qui auraient déjà dû être payés parce que tout ce qui était transport pour soi et coûteux, c'est dans la convention. Transport pour soi et coûteux, c'est remboursable à 100%. Sauf que, mais on n'est pas en mesure de voir si c'est des soins coûteux ou pas. En tout cas, là, si on reprend le sujet de UPH, mais bon. Soins coûteux, c'est plus de 200 €. Oui, non, mais on était sur le sujet de UPH. Vous savez que c'est plus de 200 €, c'est vite. Donc, c'est un leurre de dire on n'est pas en mesure de. En tout cas, on n'est pas là, je pense, pour dire que tout est parfait et on a juste envie de construire avec vous et voilà. Ce que je vous demande, moi, c'est en inflation, c'est du global. Après, vous avez dit, on remboursera à 100%, en contrepartie, on va vous baisser le ticket modérateur et ça restera à la charge des mutuelles. Juste, je pense que le timing avance. Hein. On avait dit qu'on terminerait vers 17h. Il est 17h. Excuse-moi, Philippe. Mais je retiens, et je tiens à vous remercier de votre participation, je retiens que des choses positives. Parce que la mutuelle n'est pas figée sur ses engagements et ce sur quoi elle est prête à bouger. Je retiens que l'assurance maladie a largement ouvert les portes sur cette refondation, régénération de cette convention. Dans la méthode, je pense que, vu le niveau d'ouverture, vous nous disiez tout à l'heure, il faut que vous preniez votre part de responsabilité par rapport au fait qu'aujourd'hui, les usagers ne trouvent pas réponse pour toutes les demandes. Oui, on a largement débattu avec l'ensemble des parlementaires et des sénateurs de l'attractivité et du fait qu'il nous manque 18 000 collaborateurs. Donc on est dans un système où le chat court après sa queue. Comme vous le disiez tout à l'heure, on ne va pas pouvoir résoudre tout d'un coup. Mais par contre, sur la méthode, je pense que par rapport au travail qu'on a à faire, et on a déjà parlé, il faut qu'on partage le diagnostic. Et pour partager le diagnostic, il faut qu'on aille en profondeur sur les sujets. On a parlé de l'ALD, mais sur les bases de données et qu'on travaille sur les mêmes bases de données et qu'on puisse réellement avancer et co-construire. Donc, moi, je tiens à vous remercier. Alors, je ne sais pas si, avant de clôturer, Frédéric a quelque chose à rajouter, ou Madame Ernu, ou Monsieur Zaccherini, mais en tout cas, un immense merci à vous. Et je pense que vous aurez forcément des retours de l'ensemble des réunions qu'on a eues avec les hommes politiques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous été foudroyés du dossier déposé récemment sur le transport partagé. Parce qu'ils ont dû réfléchir, ils ont dû se positionner, ils ont dû échanger. Et si on a eu, dans l'histoire du transport sanitaire, un tel succès avec ces hommes politiques qui ont participé, c'est qu'ils ont envie d'être partie prenante dans la réflexion. Donc, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, il y a beaucoup d'astres qui s'alignent. En effet, notre fédération a fait le choix d'être dans l'ouverture pour décloisonner et sortir que du kilomètre, que du forfait, et de se dire il faut aller largement au-delà. C'est dommage, certaines présentations cette semaine, il y avait des retours d'expérience des modèles canadiens sur du financement du transport sanitaire au Canada. Mais en tout cas, un immense merci. Peut-être, Frédéric, tu veux clôturer un dernier mot, mais merci en tout cas à vous. Oui, je pense que j'aime bien la notion de cohérence de ce que dit monsieur sur la cohérence, parce qu'on est quand même dans un système type service public, largement financé par de l'argent public. Donc la réflexion n'est pas simplement de l'optimisation de l'intérêt d'un secteur, mais de trouver des solutions qui semblent quand même d'intérêt général. Bon, je prends le transport partagé. C'est sûr que dans le périmètre actuel et dans le fonctionnement actuel, c'est juste impossible. Donc, il faut penser différemment. Sauf erreur de ma part, je pense que les 75% représentés par les taxis n'ont pas d'incitation, ne sont pas concernés quasiment par là, même s'ils sont encouragés mais juste verbalement. Donc, là, il faut changer, réfléchir sur l'éligibilité. Tout le monde n'est pas éligible au transport partagé. Enfin, vous le dites souvent, c'est qu'on ne peut pas faire le transport partagé avec tout le monde. Donc, il faut déjà définir l'éligibilité où on doit être tous d'accord sur ça, c'est un groupe de population sur lequel il faut peut-être imposer le transport partagé, je ne sais pas, mais où il n'y a aucun doute qu'on peut faire le transport partagé. Bon. Donc voilà l'exemple un peu de réflexion où on devrait tous être d'accord là-dessus. Donc, et ça manque un peu dans le débat. Et le type de mobilité, le type de véhicule à utiliser aujourd'hui et probablement à réfléchir. Alors, je sais que c'est de la ministère de l'Intérieur et autres, mais peu importe. À partir du moment où on acte tous les acteurs le fait qu'il faut aller dans cette direction, c'est pas parce qu'on peut pas y aller tout de suite, mais le problème que je vois toujours dans les
les négociations conventionnelles, c'est qu'on a du mal à se mettre d'accord de façon un petit peu plus large que le tout petit bout de l'augmentation d'un truc. C'est pas parce qu'on ne peut pas le faire qu'on ne peut pas acter le fait que la tendance va vers là. Et donc, débattons ouvertement, mais souvent... D'ailleurs, chaque acteur, l'assurance maladie d'un côté, non, mais ça, on ne peut pas en parler. Ben si, mettons-le sur la table, même si on ne pourra pas changer immédiatement dans la chose. Parce que sinon, en effet, on se restreint dans la réflexion et on finit par quelque chose qui n'est pas très cohérent.